Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette table ronde sur l'orientation de l'économie vers la neutralité carbone. Je suis ravie de l'animer cet après-midi et d'avoir tous ces experts et ces étudiants très curieux qui vont poser des questions tout à l'heure. En préambule, je voulais faire un petit point de définition. Qu'est-ce que la neutralité carbone? Commencer directement par les bases. Alors, scientifiquement, c'est l'équilibre entre les émissions anthropiques de carbone et des autres émissions de gaz à effet de serre et leur absorption par des puits de carbone naturels ou artificiels. Alors, ça implique quoi? Ça implique d'abord une décarbonation, enfin une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça implique aussi une préservation de la biodiversité, des puits de carbone naturels que sont les forêts, les océans, les mangroves, les zones humides.
Ça implique aussi une décarbonation de notre économie, de notre énergie. Et éventuellement, si les puits de carbone ne sont pas naturels, ne sont pas suffisamment efficaces ou ne sont pas suffisants, il faudra aussi aller peut-être sur le captage et la séquestration du carbone, des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui, qui sont très chères, comme le rappelle le GIEC dans son dernier rapport. Alors cet objectif de neutralité carbone, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que 180 États, un peu plus même, se sont fixés cet objectif au plus tard pour 2050 à travers la ratification de l'accord de Paris pour le climat en 2015. Pourquoi cet objectif? Parce que cet objectif, c'est la condition pour espérer limiter la hausse de la température globale sur la planète à plus de degrés, voire à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Donc, pour atteindre cet objectif, la contribution de tous est demandée, de tous les acteurs, les États, les entreprises, les investisseurs, les collectivités, les particuliers. Tous n'ont pas la même responsabilité, tous n'ont pas non plus les mêmes leviers d'action. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc il importe effectivement d'être précis dans les termes, puisque si les États peuvent bien être neutres en carbone, les collectivités et les entreprises ne peuvent qu'y contribuer. Donc il n'y a pas de produit ou d'entreprise neutre en carbone en soi, il y a des contributions et donc il faut faire attention dans les termes, et on voit que les engagements se multiplient quelquefois sans cette précaution. On en parlera notamment avec les questions des étudiants tout à l'heure. J'avais aussi envie de faire un petit point en préalable, c'était sur les engagements mondiaux des entreprises et des États sur la neutralité carbone. Il y a une étude qui est parue très récemment de Net Zero Tracker, qui, comme son nom l'indique, suit tous les engagements des États et des grandes entreprises cotées à travers le monde. Et qu'est-ce que nous dit cette étude? On va commencer par la bonne nouvelle. Il y a beaucoup plus d'engagements d'États sur les questions de neutralité carbone qu'il y a ne serait-ce que 2 ans. 83% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont aujourd'hui couvertes, 91% du PIB mondial. Mais, et il y a un gros mais, la qualité des engagements n'est pas au rendez-vous. Il y a un manque alarmant de crédibilité selon les Nations Unies et Net Zero Tracker. C'est la même chose pour les entreprises. Un tiers des grandes entreprises boursières au niveau mondial se sont engagées à contribuer à l'objectif de neutralité carbone, mais aujourd'hui, les engagements ne sont pas suffisamment de qualité. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on accélère la cadence? On ne va pas forcément distribuer les bons et les mauvais points, ce n'est pas l'idée, mais de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui et comment on fait changer les choses. Donc, j'ai avec moi un panel d'experts très divers, donc je suis ravie d'accueillir. Donc on va commencer par Thomas Lessueur. Donc vous êtes commissaire général au développement durable pour le ministère de la Transition écologique. Marine de Balzer, vous êtes Group Advisor en Natural Capital d'HSBC. Lucille Schmid, vous êtes essayiste, vice-présidente de la Fabrique écologique et co-autrice d'Emmanuel Macron à Contretemps. Fabrice Bonifay, vous êtes directeur développement durable et QSE du groupe WIG, président du Collège des directeurs développement durable et co-auteur de l'entreprise contributive. Dimitri Caudrelier, vous êtes directeur général de Quantis International. Et Léa Dardenne, vous êtes chef de projet senior du Boston Consulting Group France. Merci à vous d'être ici. On va commencer... Je vous vois un petit peu quand même. On va commencer par vous, Thomas Lessueur, en tant qu'État, représentant de l'État. En France, la neutralité carbone à horizon 2050 implique une division par 6 de nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national par rapport à 90. La stratégie nationale bas carbone va permettre de fixer la feuille de route pour atteindre cet objectif, notamment aussi pour certains secteurs, comme l'industrie, qui doit réduire
réduire ses émissions de 35% d'ici à 2030, de 80% d'ici à 2050. Ouais. Selon les derniers chiffres publiés, le réseau Action Climat dit que ce secteur-là n'est pas aligné sur la trajectoire. Qu'est-ce qui coince et comment on accélère la cadence ? Oui, alors il y a 2 micros que vous devrez vous partager tout au long de la session. Parfait, merci beaucoup. Peut-être pour poursuivre votre propos introductif et sortir un petit peu des pourcentages, pardon, mais les pourcentages, ça a sa vertu, mais ça a aussi ses limites. Parfois, il faut prendre les données brutes. Voilà. La France, aujourd'hui, c'est, en 2021, c'est une estimation de 419 millions de tonnes d'émissions d'équivalent carbone. Et nous devons arriver à peu près 300 d'ici 2030. Et nous étions à 550 il y a 30 ans, mais également il y a 15 ans. Alors, pour ne pas trop vous perdre dans les chiffres, il faut simplement retenir que ce que l'on a fait comme réduction depuis 15 ans, nous nous sommes engagés à faire la même réduction en 8 ans. C'est ça notre équation, et c'est l'équation de court terme. La neutralité suppose évidemment encore bien des efforts sur la période 2030-2050. Mais comme acteur public, ce qui se joue maintenant, c'est bien les investissements qui permettront ou pas, en 2030, 2035, d'être sur la bonne trajectoire, et donc aussi en 2050, parce que quand même tous les investissements qu'on fait aujourd'hui seront encore là et produiront leurs effets, et leurs effets de serre, en 2050. Il ne faut pas non plus oublier, je pense que tout le monde le sait à peu près, mais je me permets de le rappeler, que la question du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, c'est une question de budget, c'est une question d'accumulation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du flux, c'est d'abord une question de stock. On a une accumulation croissante de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui résulte d'un excès d'émissions par rapport à la capacité anthropique, la capacité de la Terre à absorber. Et donc, on fait monter ce niveau. Et donc, même si nous avons des trajectoires, chaque émission supplémentaire est un problème, ajoute au problème, il nous rapproche des limites. Pardon, encore une fois, je pense que beaucoup le savent, mais c'est important de partir quand même de là. Et bien entendu, tout ça se situe au niveau mondial. Les chiffres que je donne pour la France représentent moins de 1% de ce qui se représente au niveau mondial. Donc c'est à la fois faible, mais en même temps, nous sommes la France, nous sommes au sein de l'Europe. Si on prend la somme des émissions accumulées depuis l'ère industrielle, nous sommes beaucoup plus contributeurs qu'à 1% dans ce fameux stock. Et si on prend aussi les émissions importées ? Et alors, il y a aussi, prenons aussi cet élément-là, vous avez tout à fait raison, quand on parle des émissions, parce que les conventions internationales ont été construites comme ça, ce sont les émissions depuis le sol national, mais quand on prend l'empreinte, on a 50% de plus à peu près d'empreintes que d'émissions. Et donc, peut-être on peut le rapporter aux personnes parce que c'est une manière de compter. On a une empreinte qui est un peu plus de 9 tonnes par habitant, alors qu'on a des émissions qui sont autour de 6. Je simplifie un peu les chiffres, mais c'est pour se donner un ordre de grandeur. Et effectivement, quand on parle d'empreinte, là aussi, petite précision méthodologique, avant de répondre à la question, quand on parle d'empreinte, c'est-à-dire qu'on considère qu'on prend aussi en compte ce que l'on a importé comme produit, enfin les émissions induites par les productions à l'étranger des produits que nous consommons, et on déduit quand même les productions faites en France que l'on exporte. Et effectivement, si on raisonnait, si les conventions internationales avaient été faites en empreinte, l'effort que nous avons à faire serait encore plus important, puisque une partie de la baisse des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire depuis 15 ans résulte aussi d'une désindustrialisation et donc d'une forme d'exportation de notre contribution au réchauffement climatique. Donc on a une grande responsabilité au-delà du 1% des émissions rapportées à l'échelle mondiale. Alors, quelles sont les actions pour réaliser cette transition ? Il y a une stratégie et il y a beaucoup de plans. Là, on parle beaucoup de planification écologique, on en reparlera peut-être. Il y a beaucoup de plans en France. C'est pas ça qui manque. Et il y a notamment cette stratégie nationale bas carbone qui doit être révisée dans les prochains mois et qui fixe le cap. Et c'est très bien d'avoir des repères. Mais pour réduire les gaz à effet de serre, il faut que les acteurs investissent
transforment leur modèle économique, changent de paradigme et finalement agissent. Les plans ne changent pas la réalité. Ils peuvent y contribuer, mais ils ne suffisent pas. Pour aller plus loin dans cette transformation écologique et tenir un engagement dont j'ai rappelé qu'il fallait faire autant d'efforts en 8 ans que ce qu'on avait fait en 15 ans, et en tenant compte effectivement du fait qu'il y avait une part de désindustrialisation, et le projet collectif c'est plutôt de réindustrialiser. Donc vous voyez que le niveau d'effort, le niveau d'efficacité de nos actions collectives doit être bien plus élevé que par le passé. Et c'est là qu'on touche au modèle, c'est là on est obligé d'aller au cœur de la machine économique et de transformer notre économie. Pour cela, il faut que les entreprises s'engagent, agissent, révisent leur manière d'agir et de construire leur modèle économique, ce qui est le cas dans tous ces engagements vers la neutralité carbone qui sont pris en particulier par les grands groupes. Et il y a eu énormément d'annonces ces dernières années. Et je pense que c'est positif parce que s'il n'y a pas ces annonces, c'est que l'action ne s'engage pas. Ensuite, il faut que cette action, elle produise ses résultats. Sauf que une entreprise, même grande, même très grande, ne peut pas agir seule. La transformation à laquelle nous devons arriver, elle nécessite des formes de coopération, de coordination. Parce que dans une chaîne de valeur, l'entreprise a besoin que ses fournisseurs aient eux-mêmes fait évoluer leur modèle et que les clients soient au rendez-vous d'un nouveau modèle économique avec des prix qui peuvent avoir changé, un placement, un positionnement de la création de valeur qui peut avoir évolué. Alors nous avons engagé, à la demande du Parlement, c'est une des dispositions de la loi Climat et Résilience, des groupes de travail importants où on a pris les grandes chaînes de valeur de l'économie française, celles qui sont les plus contributives à nos émissions de gaz à effet de serre, c'est une logique d'efficacité, donc les transports dans leurs différentes modalités, le logement et la construction et tout ce qui relève des bâtiments et de leur chauffage, tout ce qui relève de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, etc. Et on les réunit dans une logique un peu différente de ce que faisait l'État jusqu'à présent, qui souvent est là pour prescrire et donner des orientations et dire, c'est un peu le modèle français, hein, l'État planifie et puis il faut mettre en œuvre. En d'autres temps, on aurait dit, j'ordonne et il exécute. Ça ne marche plus comme ça. Et donc, dans ces groupes de travail, dans ces réunions, on demande plutôt aux acteurs économiques, dans ces chaînes de valeur, dans ces instances qui n'existaient pas jusqu'à présent, de l'amont à l'aval, et dans une logique d'économie circulaire, eh bien, de se projeter, de dire, au fond, comment voyez-vous les 10 prochaines années? Est-ce qu'on peut définir ensemble des scénarios de transition, des stratégies de transition, pour éclairer les choix stratégiques et les priorités d'investissement de chacun? Parce qu'en fait, les acteurs économiques sont beaucoup plus enclins aujourd'hui à agir et à investir. Ils sentent la pression normative, la pression sociale, la pression économique. Mais on reste dans une logique de « je fais un investissement quand je pense qu'il va être productif, que ça va être le bon choix, sinon je suis un petit peu paralysé, je suis un petit peu hésitant ». Et donc cette logique de collaboration à travers les chaînes de valeur est un des leviers qui doit nous permettre de finalement libérer cette capacité des entreprises à aller plus vite vers la transition pour répondre à leur propre stratégie. Donc ça, c'est les feuilles de route décarbonation, c'est ça qui doivent être rendues à la fin de l'année, c'est ça? Exactement, exactement. Le législateur nous a royalement donné une année pour réaliser ces feuilles de route. Nous allons faire le maximum pour y parvenir, mais de toute façon, c'est un travail collectif et de toute façon, il est utile. Peut-être un deuxième levier, pour ne pas être trop long, qui est important pour accélérer ou rendre possible cette transition, c'est quand même la commande publique, 200 milliards d'euros par an. Pour avoir un ordre de grandeur, là encore, la dépense publique de l'État en faveur de la transition écologique, elle est retracée dans ce qu'on appelle le budget vert, c'est 31 milliards d'euros chaque année. Mais la commande publique, c'est 200 milliards d'euros. Donc, verdir la commande publique, c'est augmenter très significativement l'effet de levier de l'argent public en faveur de la transition écologique. Et là aussi, c'est la loi Climat et Résilience de l'été dernier, oui, c'est encore l'été dernier, qui a prévu, à horizon de 2026, mais c'est une trajectoire progressive, et là aussi, il faut commencer le plus vite possible, prévoir que 100% de la commande publique, que ce soit les contrats de concession ou les marchés publics qu'on connaît le plus, eh bien, devront comporter des considérations environnementales et pour 30% d'entre eux, des considérations sociales pour être dans une logique de développement durable articulant l'économie, le social et l'écologie.
voilà un autre levier qui doit permettre de donner un signal fort à des entreprises en disant investissez dans un nouveau modèle économique et il y aura de l'achat public en face pour vous aider à être un des clients de référence de cette nouvelle offre et pour aboutir à un modèle moins émissif. Alors Thomas Le Sueur, vous l'avez dit, les entreprises s'engagent, elles s'engagent beaucoup en ce moment, mais il y a quelquefois un décalage entre les engagements et la réalité des actions menées. C'est ce que vous avez pu observer au BCG à travers une étude que vous avez faite, où vous avez pu montrer, Léa Dernen, que les entreprises s'engageaient à plus de 80% sur des objectifs de réduction des émissions, mais très peu, de l'ordre d'un dixième, mesuraient précisément leurs émissions à la fois directes et indirectes, et surtout très peu, au final, réalisaient effectivement leurs engagements en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Vous avez fait une étude avec les dirigeants français. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ce gap, cet écran écart qui est en train de se réaliser sur les engagements et la réalité des actions? Alors, bonjour à tous. Tout à fait. Il y a le chiffre qui est un peu déprimant, qui est 11% des entreprises qui ont fait un plan, à la fin réussissent à avoir des actions à hauteur du plan qu'elles se sont elles-mêmes données. Face à cela, on a quand même le côté un peu vert à moitié plein que vous avez mentionné tout à l'heure, Béatrice, qui était que si on prend un organisme comme le SBTI qui note les plans des différentes entreprises, aujourd'hui il considère qu'il y a à peu près 2200 entreprises qui sont engagées auprès des SBTI, la moitié a déjà donné son plan, l'autre moitié est en train de le faire, et ces entreprises, c'est un tiers du PIB mondial. Juste peut-être SBTI, je ne sais pas si tout le monde est quand même familier de ce terme, c'est Science Based Targets Initiative, et donc c'est une initiative mi-ONG, mi-entreprise, en gros, pour voir comment les entreprises et les investisseurs, de façon un peu moindre, prennent des engagements qui sont alignés sur l'accord de Paris pour le climat. Tout à fait. Et leur rôle, c'est de certifier le plan. Pour l'instant, après les accords de Paris, on a eu globalement une phase qui était une phase de définir une ambition. Puis après, il y a une phase de se mettre en face un plan qui permette d'atteindre l'ambition. Et ensuite, on aura la phase de passage à l'action et avoir des effets concrets. Le fait est qu'aujourd'hui, on est clairement dans la phase 2, c'est-à-dire dans la phase de on fait des plans. Et comme on l'a dit, on en a plein, tout le monde s'y met, il se passe beaucoup de choses. Je pense que la première complexité, c'est la complexité opérationnelle du plan lui-même. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a une question de données. Comment est-ce qu'on mesure nos propres émissions? Mais au-delà de la donnée, ou en même temps que la donnée, il y a aussi prendre conscience et connaissance de quels sont les effets physiques qui génèrent ces émissions et quels sont les leviers concrets que moi, entreprise, je peux activer pour les faire baisser. Je prends un exemple. Je suis une entreprise qui fait des canettes de soda. Déjà, il faut que je me rende compte qu'une grande partie de mes émissions, elle vient de quoi? Elle vient de l'aluminium de ma canette et elle vient en particulier du processus qui s'appelle électrolyse de l'alumine, qui est une industrie très lourde et qui est à l'amont de la fabrication d'aluminium primaire. La bonne nouvelle, en fait, l'aluminium, c'est assez facile d'avoir un aluminium à peu près décarboné, puisque 30% de la production d'aluminium aujourd'hui dans le monde, elle est faite avec de l'hydroélectricité, donc c'est peu carboné, et le reste, globalement, est fait à partir de charbon. Mais on bute à un autre problème qui est entre l'électrolyse de l'alumine, qui va demander beaucoup d'électricité, et l'arrivée de mes petites canettes à l'entrée de mon usine, il y a une série de fournisseurs, une grande chaîne de valeur qui d'ailleurs n'est pas très constante dans le temps, puisque en fonction de la compétitivité des uns et des autres, des chaînes logistiques, ça va bouger, et donc il est très difficile de pouvoir piloter et de vraiment comprendre d'où vient mon aluminium, d'où viennent mes émissions réelles, et in fine, comment est-ce que concrètement je vais réduire ça. Et donc ça demande de revoir toute ma chaîne de valeur, de revoir toute ma façon de faire mon sourcing, de voir toute ma relation avec mes fournisseurs et comment est-ce que j'établis des relations dans le long terme, comme l'expliquait Thomas Le Sueur tout à l'heure, comment est-ce que je passe d'un modèle un peu, disons, sec et court terme de l'appel d'offres à on crée des chaînes de valeur sur le long terme et on s'engage sur le long terme. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là qui est opérationnellement c'est compliqué.
Et le deuxième, qui est le risque climatique, c'est un risque mou, c'est-à-dire que c'est un risque un peu long terme. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on a fait une étude là, avec le BVA pour la Cité de la Réussite, en interrogeant un certain nombre de dirigeants français. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand on leur pose la question de quels sont les 2 principaux risques sur lesquels il faut qu'on agisse rapidement, collectivement en France, sortent assez souvent la question du risque climatique, à peu près à même hauteur que la question du pouvoir d'achat. Vu la mode du pouvoir d'achat ces temps-ci, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le risque climatique et le sentiment d'urgence. Par contre, si on leur demande, est-ce que vous pensez que l'entreprise a un rôle primordial à jouer dans l'action et dans le changement, il n'y en a que 20% qui répondent oui, bien inférieur à l'État ou le citoyen / consommateur. Et de fait, le chef d'entreprise aujourd'hui, il est préoccupé par la performance économique, il est préoccupé par la satisfaction client, les questions logistiques, les questions de recrutement, les crises de Covid et d'Ukraine, et il se dit, une fois qu'il aura le plan et qu'il voit que le plan lui demande de changer sa stratégie, sa chaîne de valeur, sa façon de travailler, sa raison d'être, les facteurs clés de succès sur lesquels a reposé toute l'entreprise depuis le départ, il se dit, oulala, peut-être qu'on va attendre un peu et on va voir ce qui se passe. Donc, on est face un peu à ces difficultés-là. Je pense qu'il y a une source d'optimisme, c'est qu'on va quand même arriver assez rapidement dans la phase de l'action, ne serait-ce que parce qu'il y a tellement de plans et qu'il y a tellement d'engagements, notamment des engagements qui semblaient long terme, mais 2030 c'est demain, qui vont arriver, qu'en fait on va se retrouver dans un moment où il va falloir rendre des comptes. Et je pense que c'est le rôle de la société civile, de tous les acteurs autour qui attendent les entreprises au tournant pour se dire, bon bah maintenant, une fois qu'on s'est donné des objectifs, qu'est-ce qui a changé et comment est-ce qu'il change ? Mais c'est un processus long, parce que transformer une entreprise, c'est transformer toutes les couches de l'entreprise, c'est transformer tous ses processus, c'est transformer toute sa stratégie. Et du coup, ça prend du temps, et c'est un temps qu'on n'a pas forcément. Et donc, je pense que tout l'enjeu, c'est un enjeu d'accélérer ce changement et de faire en sorte qu'on y arrive rapidement. Ouais. Alors, dans l'entreprise, celui qui tire la sonnette d'alarme et qui peut mettre en branle aussi le plan d'action, c'est le directeur développement durable, Fabrice Bonifié. Donc, c'est ce que vous faites au sein du groupe Bouygues. Et comment est-ce que vous êtes entendu chez Bouygues et comme en tant que président du collège des directeurs développement durable, comment est-ce que les directeurs développement durable aujourd'hui sont entendus dans les entreprises et quels sont vos leviers d'action pour réellement transformer les business models des entreprises ? Alors, on est un peu plus entendu qu'il y a 10 ans. De là à dire qu'on est écouté, il y a une petite marge. Non, pour la plupart des boîtes, et c'est pas spécialement la France, hein, ça reste quand même encore la plus importante des choses secondaires. Il faut le dire. Aujourd'hui, quand on regarde le temps passé par les CEO avec leur responsable DD et avec le responsable financier, voilà, quand on regarde l'agenda d'un dirigeant, on voit où sont les centres d'intérêt. Donc tout le monde est pour le développement durable quand on gagne de l'argent. Voilà. Donc on gagne de l'argent et donc du coup on essaye de redistribuer un peu en social et on essaye de moins polluer. Parce que la variable d'ajustement, c'est l'environnement et le social. Donc quand les choses vont mal au niveau financier, hop, on replie du fil là, sur, comme la baleine là-haut, là, on essaye de mettre un petit peu moins de social et puis un petit peu moins d'environnement. C'est ce qui se passe. Donc malgré tout, la pression monte de partout. Hein, de la part des jeunes collaborateurs déjà, un petit peu des clients, ça commence à venir. Et surtout, on est rattrapé par la réalité des flux physiques. Il y a moins d'énergie qui va rentrer dans la machine économique, on le sait maintenant. Et puis, le changement climatique qui ne faisait pas du tout peur il y a encore 3-4 ans parce qu'on n'en percevait pas les stigmates, là, ça commence à faire peur à tout le monde. Et quand on sait que l'année prochaine, ce sera pire, et que l'année prochaine, ça sera encore pire, et que ça sera toujours pire, vu que ça ne s'arrêtera jamais, bon, les chefs d'entreprise commencent à se dire, il faut peut-être qu'on arrête de faire semblant, quoi. Et alors, le problème, c'est de gérer les injonctions contradictoires. On entend quand même énormément de conneries sur dire, voilà, plus on va produire vert et mieux ça va aller pour la planète.
En fait, il y a des secteurs qui vont effectivement pouvoir continuer de croître, car ils sont sur des modèles économiques où on va faire du carbone évité. Chez Bouygues, on a de la chance, il va falloir qu'on isole 191 millions de logements en Europe dans les 25 prochaines années. Donc c'est plutôt du business qu'on n'avait pas avant, parce que tout le monde s'en foutait d'isoler ces logements, et ça va être plutôt bénéfique. Mais là, de dire que tous les business vont pouvoir rester sur des trajectoires de croissance ou de forte de croissance, ça c'est du foutage de gueule de premier niveau. Donc il va y avoir à gérer la question du renoncement, y compris chez nous d'ailleurs. Il y a des trucs qu'on a fait et puis on sait que assez rapidement on ne pourra plus faire. Alors soit on pourra le compenser par des activités qui vont nous permettre d'éviter du carbone chez nos clients, parce que le vrai sujet c'est pas tant de réduire notre propre empreinte, mais de réduire l'empreinte de nos clients, donc c'est le scope 3, le scope 3B. Et donc il va falloir redessiner la carte stratégique de ce que l'entreprise peut faire demain et ne pourra plus faire. Et après, il y a comment on le fait. Donc là, ce qu'on propose, c'est, il n'y a rien d'extraordinaire, mais enfin, il y a tellement peu d'entreprises qui le font, c'est d'arrêter de penser que c'est le marché qui a raison. C'est complètement faux. Ceux qui pensent ça sont des idiots. C'est-à-dire que le marché, ça marchait quand on était sur une planète infinie. Pas de peau, on n'est pas sur une planète infinie. Ça fait 50 ans qu'on le sait, mais ça fait seulement maintenant qu'on s'en aperçoit. Donc, ce qu'il faut mettre en tant que donnée d'entrée de la stratégie des boîtes aujourd'hui, c'est l'effet scientifique, c'est les limites planétaires. Qu'est-ce qui reste comme ressource pour faire du business? Donc c'est ce qu'on est en train de faire au C3D et au Shift Project, et on en bénéficie bien sûr chez Bouygues parce qu'on finance tout ça, c'est de se dire, il reste quoi à émettre en CO2 pour faire du business? Le GIEC nous dit, si on veut rester sous 1,5 degré de réchauffement moyen, autant dire que c'est mort, ça déjà, c'est 400 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici la fin du siècle, alors qu'on en émet tous les ans 59 gigatonnes. Ça veut dire que dans moins de 10 ans, largement moins de 10 ans, on va déjà breaker les 1,5 degré qui étaient prévus pour 2100. Ça veut dire qu'à partir de 2028, on va être au-dessus d'1,5 degré. Alors quand on voit les dérèglements climatiques associés au réchauffement, parce que ce n'est pas le réchauffement en tant que tel qui pose problème, ce sont les dérèglements associés au réchauffement, et les probabilités d'avoir des canicules, des méga-feux, de la grêle grosse comme des ballons de foot, etc., qui vont arriver partout sur la planète, mais qui peut croire qu'on aura une économie viable sur une planète qui va devenir rapidement une étuve, sans parler des épisodes de chaleur humide. Donc ça veut dire qu'il faut expliquer aux entreprises qu'elles doivent reconfigurer leur modèle d'affaires par rapport aux faits scientifiques. Alors là, ce n'est pas la même chose. Donc nous, on est en train de le faire. Et si on prend un seul exemple, parce que c'est juste parlant, sur la biomasse, on dit, oui, alors Bouygues, ok, vous allez avoir un marché nouveau, la rénovation, très bien, mais sur la construction neuve, parce que la construction neuve, il y en aura encore un peu besoin, peut-être pas au nord, mais au sud, hémisphère sud. Vous allez tout faire en biosourcé, parce que maintenant, il ne faut plus utiliser le béton. Alors, sauf le béton, on arrivera à capturer, c'est pas fait encore. Et quand on fait un calcul de coin de table, comme tout le monde veut du biosourcé, les avions veulent rouler au jus de betterave, les camions aussi, toute l'industrie, et puis nous, on veut faire... il n'y aura juste pas assez de bois pour tout le monde, quoi. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle les conflits d'usage. Donc ça apprend l'humidité. Donc ça veut dire en fait qu'on n'entend jamais parler dans les médias, dans les politiques, etc., parce que c'est un mot qui, paraît-il, fait peur. Il va falloir qu'on s'approprie quand même le seul mot qu'on devrait conjuguer à tous les temps, c'est sobriété. Il va falloir qu'on rende la sobriété désirable. Alors sobriété, alors les gens disent récession, non, sobriété, c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour répondre précisément à ta question et arrêter de mentir, c'est dire mettons en place des modèles économiques par rapport aux faits scientifiques. Ensuite, dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Donc le modèle d'affaires linéaire qui est utilisé aujourd'hui par 99% des boîtes, c'est the game is over. On doit passer sur des modèles économiques permacirculaires dits de fonctionnalité. Fabriquer beaucoup moins de produits et les louer, ne plus les vendre. Donc fabriquer pour que ça dure très longtemps. Design forever.
Donc nous, on travaille sur un modèle de bâtiment hybride à économie positive où les matériaux de construction, on va pouvoir les démonter et les remonter à l'infini, comme des briques de Lego. Donc, ne plus taper dans les industries extractives pour aller chercher en permanence des matières premières vierges qu'on transforme, qu'on transporte, et tout ça, ça consomme énormément d'énergie dans le process de valeur ajoutée. Et puis après, ça n'a pas été encore été dit, mais c'est comment on compte la valeur. Et donc le système comptable aujourd'hui qui consiste à compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit à la nature, parce que le business c'est juste des matières premières transformées avec de l'énergie et de l'intelligence humaine, ben ce système comptable qui existe depuis le XVe siècle, il est borgne, il est obsolète. Donc il faut imposer aux entreprises et aux États de mettre en place des systèmes de comptabilité multicapital. On est en train de faire le test dans une de nos filiales chez Bouygues. Je peux vous dire que là, ça apprend l'humidité. Hein. Là, les profits de certaines entreprises, lorsqu'ils vont devoir intégrer dans leur compte les provisions pour gérer leurs externalités négatives et faire en sorte de mettre dans leur process les sommes qui sont nécessaires pour réparer leurs externalités, ou plutôt les prévenir, là, on va gagner notablement moins d'argent. Donc, faire accepter aux actionnaires, parce qu'on en arrive là, de rentrer dans l'ère des profits raisonnables. Voilà, un grand chantier en perspective. Justement, Dimitri Caudrelier, comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises sur ces questions-là? Vous êtes chez Equintis sur un modèle où l'entreprise doit faire face aux limites planétaires. Donc les limites planétaires, c'est 9 grandes limites donc, qui contiennent le changement climatique, mais aussi le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, la qualité de l'air, etc. Comment est-ce que vous voyez les entreprises en prise avec ces objectifs qui peuvent être contradictoires et comment vous les amenez à travailler sur ces questions-là? Oui. D'abord, on manque de collaborateurs et si Fabrice, tu veux bien signer le petit document en bas à droite et venir bosser chez nous, ça nous irait très bien parce que ce que tu viens de dire est exactement ce que j'aurais partagé. En fait, on est clairement aujourd'hui dans un moment où nous, on vient du métier de la comptabilité environnementale et on était assez persuadés, ça fait 15 ans qu'on essaie de pousser ces sujets de comptabilité multicapitale en prenant en compte l'ensemble des enjeux environnementaux et on était assez persuadés que de simplement apporter des métriques, apporter des outils permettant de comprendre la problématique, faire des belles trajectoires comme on les fait depuis la COP21 et tout l'alignement avec les 1,5 degrés, ça allait suffire. Et on est en train de prendre conscience que toutes les entreprises qu'on a accompagnées depuis 7 ans pour travailler sur leur trajectoire de décarbonation, de réduction, puis ensuite de compensation, n'y arrivent pas. Le passage à l'action est extrêmement difficile. Première chose, c'est qu'on a le sentiment qu'il nous faut renforcer exactement le discours que tu viens de tenir sur un courage de vérité, d'être en vérité par rapport aux enjeux et de dire non, le scope 3 c'est pas négligeable, ça commence à rentrer, non, les limites planétaires ne sont pas quelque chose qui vont arriver demain, elles sont déjà aujourd'hui, on commence à les voir, on commence à les observer, non, on n'est pas en train d'être dans un système décroissantiste quand on parle de ces thématiques-là, on est en train de revoir l'économie, mais on n'est pas en train d'essayer de casser le modèle existant, de vouloir tout défoncer pour être persuadé de réussir à se faire entendre. Il y a un vrai sujet sur la vérité. Ensuite, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on arrive à apporter un premium à l'adaptabilité. En gros, aujourd'hui, les stratégies d'adaptabilité, elles sont... là, si, exactement, encore une fois, comme tu viens de le dire, si on est dans un modèle économique vertueux, mais bon, on s'adapte quand on peut, alors que si on regarde l'enjeu et qu'on regarde un horizon de temps à 3, 5, 8 ans, en fait, ce qu'on appelle la license to operate, elle nous arrive en plein dans la tronche. Et ça commence à... Enfin, l'idée est de réussir à se dire que l'adaptabilité, c'est pas quelque chose qu'on fait... au-delà d'eux, c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire maintenant parce que sinon on ne sera pas en capacité d'y arriver demain. Et donc ça c'est sur la partie trajectoire. Maintenant quand on commence à passer sur les actions, et pourquoi est-ce que ça bloque sur les actions? Pour nous il y a 2 enjeux. C'est un, le courage de la persévérance. Et moi je suis en contact avec des dirigeants, avec des COMEX, avec des boards en permanence là-dessus.
qui, dès qu'il y a, et on ne néglige pas les impacts économiques de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, avec la guerre, bien évidemment, qui touche nos clients directement, avec tout l'impact du Covid. Mais en fait, si on regarde les enjeux environnementaux, des crises comme celles qu'on voit aujourd'hui, on va en avoir une multitude dans les prochaines années. Et donc, si on n'est pas persévérant, et la persévérance, quand on est dirigeant d'entreprise, c'est parfois extrêmement compliqué, surtout quand on a des modèles, comme certains qu'on peut citer en France, qui se font déboulonner quand ils commencent à vouloir persévérer dans une direction. Donc comment est-ce qu'on fait pour réussir à continuer à persévérer, premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à s'assurer que le mot du renoncement n'est pas un gros mot en COMEX, n'est pas un gros mot en board, et n'est pas un gros mot dans ma relation avec mes investisseurs. Et parler de la notion de renoncement dans une assemblée générale avec des investisseurs, en disant il y a des sources de profit qui vont devoir disparaître, il y a des sources de croissance qui vont devoir être vues, il y a des marges sur lesquelles on est assis de façon assez grasse depuis des années, qu'il va falloir revoir complètement et qu'il va falloir percuter le modèle économique quand on est face à des dirigeants qui ont construit leur carrière pour arriver là où ils sont. Eh ben, c'est compliqué, parce que, très bien, je peux le comprendre, je suis poussé dans cette direction-là, mais si vous ne me donnez pas un mode d'emploi aussi clair que ce que je sais faire depuis 25 ans, avec mes KPI que je connais par cœur, avec mon modèle de rémunération que je connais par cœur, avec mon modèle de méritocratie pour réussir à monter que je connais par cœur, si vous ne me donnez pas les clés extrêmement claires, bah moi, la persévérance, je la perds immédiatement après avoir été challengé par mon board, par mes actionnaires, surtout que j'ai des schémas encore à nouveau qui peuvent être un peu démoralisants par rapport à tout ça. Et donc ces deux thématiques, la persévérance et le renoncement, nous, Cantis, on est toujours majoritairement des gens qui pensons plutôt métriques, qui pensons plutôt outils, c'est nouveau. Et on est en train de multiplier un peu les recrutements et l'ouverture de nos cantisiens pour réussir à se dire que si on n'appréhende pas ces notions-là, qui sont plutôt des notions sociales, sociétales, relationnelles, humaines, eh ben on ne va pas y arriver. Et tous les outils qu'on a développés, tout l'IP qu'on a développé, toutes les métriques qu'on a pu développer, elles ne serviront à rien. Alors là, on était du côté des entreprises, c'est des mesures qui peuvent aussi coûter parfois cher et qui demandent des investissements. On a HSBC du côté des institutions financières. Comment vous travaillez à la réorientation de ces flux vers cette économie bas carbone? On sait aujourd'hui que les flux sont totalement insuffisants, de l'ordre de 3 à 6 fois moins que ce qu'il faudrait vers l'adaptation ou l'atténuation selon les derniers chiffres du GIEC. Donc comment est-ce qu'on réoriente ces flux et comment est-ce qu'on intègre aussi la question de la biodiversité, puisque vous êtes spécifiquement tourné vers le capital naturel dans les décisions d'investissement? Vous avez encore 3 heures. Non, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, qu'a dit tout à l'heure Fabrice. Et globalement, si on veut réorienter les flux vers une économie bas carbone, il faut que ça soit rentable. Alors, si je m'arrête 2 secondes, à ce moment-là, ça va pétiller dans votre tête et vous allez dire rentabilité, rentabilité, ça veut dire croissance et on ne peut plus de cette croissance-là, on ne peut plus de cette croissance-là. Sobriété. Il faut inventer un autre modèle. Comment on fait ça? Alors on peut partir dans énormément de pérégrinations. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors quels sont les drivers pour une banque comme la nôtre pour réorienter les flux de manière significative vers une économie bas carbone? La rentabilité. Et la rentabilité, elle est permise notamment par la réglementation. En fait, il faut changer les règles du jeu. Tu en as parlé, Fabrice. Je veux dire, c'est aussi changer les règles comptables, changer les règles du jeu. Et pour ça, il faut une clarification de la route à venir pour qu'on assure la rentabilité de ce qu'on finance. Pourquoi c'est important qu'on assure la rentabilité de ce qu'on finance? Parce que c'est notre durabilité à chacun de nous. Ce qui est rentable aujourd'hui, ce qui va nous permettre de vivre notre vieillesse à chacun. Et pour qu'on puisse vivre notre vieillesse à chacun, il faut que la rentabilité maintenant nous assure aussi cette pérennité. Ce qui revient à dire, effectivement, encore une fois, qu'il faut changer les règles comptables. Les règles comptables, pour le moment, elles sont basées sur l'évaluation du risque passé. Comment est-ce qu'on intègre la performance future dans l'évaluation du risque et des revenus
pour réorienter ça. La réglementation. Des règles, des feuilles de route qui sont claires par pays, par région, etc. Pour l'industrie financière, on a les régulateurs qui nous imposent des règles et qui nous demandent de plus en plus comment vous évaluez votre exposition au risque de changement climatique et au risque de perte de biodiversité, notamment en France, et également la BCE, et également à Hong Kong, et également aux Philippines, et de plus en plus dans plus en plus de juridictions. Comment on évalue notre exposition à ce risque-là, comment on l'adresse, et comment finalement on le réduit. Alors c'est une chose, on peut dire c'est un exercice intellectuel qui prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources. C'est pas seulement intellectuel, c'est qu'en fait, si on ne le fait pas, les règles qu'ils vont nous imposer vont nous coûter plus cher, tout simplement. Ça veut dire que pour continuer à financer Bouygues et n'importe quelle autre entreprise dans le monde, il va falloir qu'on ait plus de capital en face. Si on a besoin de plus de capital, ça veut dire qu'on peut moins financer. Ça nous contraint. En revanche, si on a bien géré ces risques, on a besoin d'un peu moins de capital et donc on peut plus prêter. Donc c'est très important. La réglementation est un changement de paradigme pour réorienter l'économie vers une économie bas carbone et une économie qui s'inscrit dans les limites planétaires et notamment naturelles. Donc là, on en est à la BCE, Hong Kong, etc., la PRA en Angleterre, qui nous pose des questions là-dessus, qui commencent à faire des stress tests. Ils ne sont pas encore en train de l'intégrer dans le calcul du capital qu'on devra mettre en face des prêts. Ça va venir là, dans les quelques petites années qui viennent. Et comme on le sait tous, eh ben, on soulève le capot. On soulève le capot pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a dans nos portefeuilles. C'est pas seulement une question de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a dans nos portefeuilles. Donc, quel est le mix de prêts qu'on alloue et comment ça se traduit en émissions de CO2, en impact sur le capital naturel, etc. Ensuite, on prend des objectifs, je veux dire des engagements. Donc, on sera net zéro à 2050. 2050. On parlait tout à l'heure de nos patrons qui passent plus de temps avec les CFO qu'avec les directeurs développement durable. 2050, ce sera la catastrophe, mais ils seront plus là, nous peut-être pas non plus, etc. Donc en fait, il faut des objectifs à plus court terme, 2025, 2030, etc. SBTI, alignés sur la science. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a sous le capot? Quel est notre portefeuille de prêts? Quelle est la matérialité de ce portefeuille? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde tout de suite? Quel objectif on se fixe pour qu'à 2050, effectivement, notre portefeuille soit neutre et des objectifs intermédiaires pour les atteindre? Alors, comme ça paraît hyper simple. En fait, c'est hyper compliqué. Ce que disait tout à l'heure Fabrice, notamment pour reprendre les questions de capital naturel, oui, il va falloir de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, il va falloir faire de la bioconstruction, il va falloir faire plus d'énergie à partir de biomasse pour réduire l'empreinte environnementale du mix énergétique, ou pas. Parce qu'effectivement, on va, si on se précipite là-dessus, on creuse un autre problème et on plombe notre rentabilité et donc on n'est plus performant. Si on en revient encore une fois au capital naturel, et pour être un peu illustratif, l'agriculture. Comment on accompagne le shift du secteur agroalimentaire vers une économie bas carbone et compatible avec les limites de la nature en matière de capital naturel. Si vous regardez uniquement la France, secteur agroalimentaire, comment est-ce que Carrefour arrive effectivement à tracer jusqu'au bout de l'ensemble de ces chaînes de valeur l'impact environnemental et naturel de tout ce qui vend dans ces magasins? C'est extrêmement complexe. Et si on en vient au point ultime qui est la terre, actuellement, le modèle de l'agriculture en Europe et dans un certain nombre de pays,
C'est un modèle où la terre vaut beaucoup d'argent, mais le fermier ne peut pas vivre de sa terre. Donc on peut fixer des objectifs au niveau d'HSBC. Pour nos clients, on peut en discuter. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à cette transformation? Et pour arriver vraiment à cette transformation, il faut qu'on se mette tous autour de la table. Alors chacun de nous a changé nos habitudes, bien évidemment, mais aussi au sein de la banque, à travailler avec la science, à travailler avec nos clients, à travailler avec les régulateurs pour comprendre quel type d'objectifs on peut se fixer, quel type de cadre on peut se fixer. Vous aviez parlé de la Glasgow for Net Zero Alliance, qui est une de ces initiatives qui met toutes les parties prenantes autour de la table pour ensemble regarder ce que veut dire une trajectoire de décarbonation par secteur pour l'industrie financière dans l'ensemble de la chaîne de valeur avec des objectifs intérimaires 2025, 2030, etc. Pour la nature, c'est la TNFD, la Task Force on Nature Related Financial Disclosure, dans laquelle je représente le groupe HSBC et qui se donne pour objectif d'arriver avec un cadre pour ça, pour le capital naturel d'ici 2023. Donc, in a nutshell, je ne peux pas vous dire que les flux de l'industrie financière sont déjà réorientés vers une économie bas carbone et compatible avec les limites planétaires, mais en tout cas, on y travaille. Lucille Schmitt, vous, avec la fabrique écologique, vous travaillez depuis longtemps sur les questions de neutralité carbone et de perte de biodiversité. Vous aviez, à l'occasion des élections qui ont eu lieu, proposé 15 propositions pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone. On n'en a pas trop parlé pendant les campagnes, mais pour vous, quelles seraient les 2 ou 3 propositions qui permettraient de faire ce shift aujourd'hui sur l'économie plus principalement? Peut-être que je vais commencer par dire aussi ce que m'inspire le fait de vous avoir tous écoutés. Et il me semble qu'il y a un point qui est très important en vous ayant écouté, c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas se contenter de faire des propositions opérationnelles et qu'à l'évidence, il s'agit à la fois de penser et d'agir. Et la question du cadre conceptuel, lorsque vous osez parler de décroissance, de sobriété, de renoncement, on voit bien que oser dire ces mots, les introduire dans le champ de l'entreprise, dans vos réunions de CEO, etc., avec tous vos acronymes, c'est intéressant au sens où ça veut dire qu'à chaque fois, vous devrez adosser ces concepts à une feuille de route, à un caractère opérationnel, y compris en Conseil des ministres, etc. En tout cas, dans les lieux de pouvoir, oser aborder, grâce à l'écologie, des concepts et y accoler des mesures opérationnelles, c'est une chose qui me semble être ressortie très clairement de l'ensemble de vos interventions. La deuxième chose par rapport à la fabrique écologique, c'est que, évidemment, dans notre dossier, à l'attention des candidats au présidentiel qui n'ont pas du tout répondu au dossier, effectivement, ni des candidats aux législatives qui n'ont pas davantage répondu au dossier, je vous rassure, la question de la sobriété courait tout au long du dossier, avec évidemment une déclinaison des termes de sobriété de façon un peu spécifique, et notamment sur l'aspect énergétique, mais moi je vais choisir de revenir sur la question de l'aménagement du territoire, parce qu'il me semble qu'avec la tarte à la crème de la planification écologique, ça prend une nouvelle force politique, et que l'enjeu de l'aménagement du territoire permet à la fois d'aborder la question de la biodiversité et la question de l'économie décarbonée. De manière plus explicite. On voit que lors de son premier mandat, Emmanuel Macron n'a pas hésité à renoncer à un certain nombre de grands projets d'aménagement du territoire, Notre-Dame-des-Landes, Europa City. On voit qu'il l'a fait pas forcément au nom de l'écologie, mais au nom de l'idée qu'il n'y avait pas de consensus démocratique ou que l'utilité de ces projets n'était plus démontrée. On voit qu'à partir de ce renoncement, on ne s'est pas encore construite une doctrine qui permette au fond de répondre à l'interpellation qui est portée davantage par des activistes sur l'idée qu'il y a des grands projets inutiles et imposés. Et pour vous donner la mesure du débat qui est en cours, de la controverse qui est en cours, quand vous pensez au projet du Grand Paris Express, qui est un projet donc de métro circulaire en Île-de-France qui permet, on se dit, qui est écologique puisque ça permet de prendre les transports en commun et pas sa voiture, ce grand projet est qualifié par les activistes écologiques de grand projet inutile et imposé. Donc on voit bien l'importance, là où je veux en venir, l'importance de développer un projet écologique commun à l'ensemble de la société,
des entreprises, enfin de la société civile, de ceux qui interpellent, des entreprises, de ceux qui conseillent les entreprises et de ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, ce qui me frappe et ce qui nous a frappé dans le dossier de la fabrique écologique, c'est l'absence de capacité à définir le contenu d'un projet de société commun et au fond, en fonction de qui parle, à qualifier un projet d'anti-écologique ou d'écologique en fonction de vos intérêts, du monde dans lequel vous êtes, de la segmentation dans laquelle nous nous trouvons en termes de projet de société. Donc moi, ce que je pense important à proposer, c'est évidemment un langage commun, la capacité à avoir à la fois de la technicité dans le langage, c'est-à-dire qu'en vous écoutant, je me disais, mais au fond, chacun dans son domaine a un langage technique aujourd'hui pour aborder les questions écologiques, mais ce qui nous manque, c'est fâcheusement la possibilité, non pas seulement de se mettre autour de la table, mais de discuter en accolant à chaque mot qu'on utilise un contenu qui soit un contenu partagé. Parce que, au fond, c'est ce qui a manqué déjà du temps du Grenelle de l'environnement en 2008, c'est-à-dire qu'il y a eu une discussion, on a mis autour de la table des gens qui ne se parlaient pas, mais si je puis me permettre, ça aboutit plutôt à un pipi de chat. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit ensuite de passer à la feuille de route et à l'opérationnel, faute de capacité à accoler à des expressions qui avaient été employées dans de très beaux amphithéâtres, à l'extérieur, une capacité d'agir partagée, les choses ne se sont pas passées. Donc on voit bien qu'on n'est plus en 2008, qu'on est en 2022 et la nécessité d'agir, elle doit évidemment s'articuler au fait de ne pas seulement se mettre autour de la table. Troisième point sur lequel je voulais insister, il me semble que du coup ça implique un nouvel esprit, j'allais dire des institutions, mais en considérant les entreprises comme des institutions. C'est-à-dire que tous ceux qui ont du pouvoir doivent considérer autrement leur manière d'exercer le pouvoir. On le sait, aujourd'hui les interpellations se multiplient, les procès climatiques aussi, mais aussi au sein des institutions. Ce que j'observe, c'est que le Haut Conseil pour le climat, qui n'est pas constitué de dangereux gauchistes, interpelle le gouvernement sur le fait que la loi climat et résilience adoptée en août 2021 n'a pas le niveau d'ambition nécessaire, que par ailleurs le haut fonctionnaire qui dirige l'autorité environnementale au sein du ministère de l'écologie dit la transition écologique n'a pas commencé. Et donc on observe qu'aujourd'hui, à l'intérieur d'institutions sérieuses, et peut-être du côté des directeurs de développement durable qui sont plus écoutés qu'avant, ou de ceux qui font la comptabilité autrement, ou même du Boston Consulting Group, qui pourtant, dans le cas des procès climatiques, était invoqué par le gouvernement pour dire qu'au fond, les initiatives prises étaient suffisantes, et du côté des activistes, il y avait un autre cabinet conseil qui était utilisé, qui était Carbone 4. On voit qu'il y a une espèce de guerre d'expertise qui est menée. On n'en est plus à l'idée de la guerre. Je pense que le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'on induit une forme de coopération et à partir de là, comment ce nouvel esprit des institutions met d'abord la charge de la preuve du côté des institutions. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en considération et qu'aujourd'hui, avoir de la puissance, du pouvoir, de l'argent, ça signifie peut-être se dire je dois mettre au pot sur l'écologie d'une manière plus importante que ceux qui n'ont pas encore le pouvoir, qui n'ont pas encore d'argent ou qui n'en auront jamais. Et je terminerai cette harangue en vous disant qu'il me semble que lorsqu'on parle de sobriété, l'articulation entre la sobriété et la question de la justice sociale, c'est une sorte de slogan aujourd'hui, c'était l'objectif donné à la Convention citoyenne pour le climat, mais la Convention citoyenne pour le climat ne s'est guère penchée sur cet enjeu de justice sociale. Sans doute parce qu'on ne peut pas tout demander à 150 citoyens, mais c'est aujourd'hui ce qui bloque, par exemple, ou qui réduit le niveau d'ambition au niveau de Bruxelles lorsqu'il s'agit de mettre en place un marché carbone, parce que tout le monde a peur d'avoir des gilets jaunes partout en Europe et que le résultat récent des élections montre que cette question, au fond, aujourd'hui, est au cœur de la possibilité d'avoir un nouveau contrat démocratique et écologique. Donc, si je devais résumer les trois propositions, une sobriété adossée à la justice sociale et donc ça implique des choix collectifs et pas seulement de faire des subventions à l'achat d'une voiture électrique ou d'une nouvelle rénovation de son logement. Un langage commun qui permette d'adosser un projet collectif et des langages techniques dans nos domaines d'expertise, etc. Mais avec l'idée, bien sûr, que la conversion des métiers dont on a peu parlé soit aussi prise en considération. Un n'est pas égal à un lorsqu'il s'agit de se convertir en fonction de l'âge, du niveau de qualification, de la formation continue, etc. Et puis un troisième point, donc que ceux qui ont le plus de pouvoir, au fond, acceptent de mettre ce pouvoir au service d'objectifs qui ne sont pas les objectifs habituels. Et ça, c'est un euphémisme. Lorsque vous parliez de rentabilité, Marine, je crois qu'il faut aussi penser à l'idée, et vous le savez très bien puisque vous travaillez sur la biodiversité, que la difficulté à donner une valeur à la nature fait que cette question de la rentabilité ne s'applique pas.
comment est-ce qu'on fait pour, au fond, à ce moment-là, mettre un petit peu de côté ce mot de rentabilité, ou en tout cas le compléter par une discussion sur la valeur. Je pense que c'est un point essentiel. Merci. Merci à vous six. On a donc des étudiants qui ont préparé plusieurs questions, toute une série qui était très intéressante. Je vais vous laisser la parole. Qui veut prendre la première question ? Je sais, oui, le micro marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marie Codet, je suis étudiante actuellement en géopolitique à l'Institut de relations internationales et stratégiques, et je voulais rebondir sur ce qui a été dit, notamment au niveau de la transformation des règles comptables. Comment est-ce qu'on peut même imaginer transformer radicalement ces règles dans la mesure où aujourd'hui on a des lobbies industriels d'entreprises qui sont plus puissants que les lobbies de la société civile, notamment pour défendre leurs intérêts financiers qui, comme vous le disiez, sont beaucoup plus forts et beaucoup plus importants aujourd'hui, enfin beaucoup plus pris en compte en tout cas, que les intérêts du développement durable. Alors, qui veut répondre sur la question des lobbies ? Oui. Comment on arrive à changer les règles comptables, finalement ? En fait, c'est en prouvant la matérialité du risque. La réalité nous rattrape. En fait, les limites planétaires, les impacts du changement climatique nous impose de repenser les choses. Là, il y a une quinzaine de jours où je ne sais plus, enfin bon bref, j'étais à Stockholm pour le sommet Stockholm 50+, qui est donc la célébration des 50 ans d'un événement qui s'est passé à Stockholm, qui était la première réunion des Nations Unies sur l'environnement et le moment où s'est créé le programme des Nations Unies sur l'environnement. Et ce que j'en retiens, c'est sur le constat, il a malheureusement pas vraiment évolué. On ne peut pas dire que ça soit amélioré depuis. Les pollutions n'est pas un problème qui est réglé. La pression sur les ressources naturelles n'est pas un problème qui est réglé. Pourquoi est-ce que je pense, comme Elie Wiesel, que l'avenir va être absolument passionnant ? C'est parce que les choses ont quand même beaucoup changé sur des éléments qui sont capitaux, et c'est un changement qui est récent sur notamment la prise de conscience par tous de ce que les scientifiques disaient il y a 50 ans, aussi parce que ça a été nourri par beaucoup plus d'évidence, aussi la capacité en fait à traquer la donnée et donc à gérer ce risque. On peut se dire catastrophe, on voit bien perte de biodiversité partout, capital naturel. Oui, mais partout, ça veut dire quoi? Perte de capital, ça veut dire quoi? Maintenant, on arrive à mesurer, grâce à des images satellitaires, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à plein de choses, la réalité, ce qui est en train de se passer. Et donc derrière, les actionnaires ont une responsabilité fiduciaire à gérer ce risque. Parce que sinon, ils ne répondent pas à leur mandat, qui est d'éviter le désinvestissement dans leurs entreprises, parce que c'est en train de se casser la figure, ou de saisir des opportunités pour engager ce changement. Donc, en fait, je pense que le changement des règles comptables va se faire grâce, hélas, à la catastrophe qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Peut-être que quelqu'un d'autre peut... Juste, je voulais apporter un tout petit point de complémentaire. Il y a aujourd'hui deux blocs qui s'affrontent un petit peu là-dessus. Donc il y a l'EFRAG, l'Europe, qui propose d'analyser les deux aspects, le risque et la transition. Ça, c'est l'évolution des règles comptables portées par les Européens. Et à côté de ça, il y a l'IFRS. On peut avoir bon espoir que l'IFRS change un petit peu, parce que maintenant, c'est Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone, on peut en dire, qui a pris la tête de ce groupe de travail, qui vient plutôt de l'analyse des risques uniquement. Donc il y a le bloc européen qui est plutôt en train de regarder les risques financiers, mais aussi le pilotage de la transition, et puis le bloc nord-américain qui dit non, en fait ces thématiques-là, ça n'est qu'une thématique de risque. Donc on voit déjà un peu l'opposition transocéanique là-dessus, et donc nous qui sommes là pour travailler avec les entreprises à l'élaboration des nouvelles data, à l'élaboration des nouvelles méthodologies, etc. On a des bureaux aux États-Unis, on a des bureaux en Europe, et on le voit, on le sent, que l'analyse n'est pas faite de la même façon. Il y a une vision beaucoup plus risque qui est portée aux États-Unis, une vision aussi
plus porté sur la transition qu'on peut voir en Europe. Donc je pense que la question fait sens et c'est pas encore loin d'être résolu. Une autre question du côté... Bonjour, je m'appelle Émilie et je suis actuellement en école de commerce, en dernière année de master. Et en même temps, en fait, je travaille aussi. C'est ma dernière année et donc je suis en stage de fin d'études. Et je me rends compte, sur le sujet aussi de la finance durable, que la réglementation, elle n'est pas forcément assez contraignante. Et donc ma question, c'est pourquoi en fait attendre la mise en place d'une réglementation qui serait contraignante, mais qui ne l'est aujourd'hui pas assez. N'est-ce pas un report en fait de la responsabilité qui nous fait perdre beaucoup de temps? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens en fait de provoquer le changement? Par exemple, en ayant un meilleur équilibre entre, je sais pas, réglementation peut-être punitive ou incitation plus positive. Voilà. Merci. Je comprends la frustration on a la demande tout le temps. Pourquoi est-ce que votre portefeuille n'est pas complètement vert? Pourquoi est-ce que votre portefeuille n'est pas complètement aligné sur les limites planétaires? D'abord, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'incitation? Effectivement, un green supporting factor, un brown penalizing factor, on en a beaucoup parlé dans les instances de place, ici et ailleurs. Les choses avancent. Alors peut-être que je n'ai pas le même point de vue que vous parce que je vois les choses de l'intérieur. On peut aller un peu plus vite que la musique, mais pas beaucoup plus vite que la musique. Et la musique, c'est l'économie réelle. On ne peut pas financer uniquement une économie verte et alignée sur les limites planétaires parce que ça n'est pas comme ça que l'économie est actuellement. On finance l'économie réelle. Donc ce qu'on peut faire, c'est engager, et c'est ce qu'on fait, un dialogue avec les entreprises en leur disant voilà ce qui va se passer. Comment est-ce que vous gérez le risque? Par exemple, encore une fois sur le capital naturel. En 2019, le secteur agricole aux États-Unis a payé 400 millions pour de la pollinisation artificielle. Donc ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, la valeur n'a pas de prix. Là, on commence à avoir un prix et qui est sous la forme d'un coût. Et beaucoup de la perte de biodiversité est liée à un coût. On engage un dialogue, pas seulement un dialogue d'ailleurs, je veux dire, on crée des frameworks pour pouvoir financer une agriculture régénératrice, on travaille avec des acteurs associatifs, des coopératives, etc., pour comprendre comment on accompagne ce shift-là. On voudrait financer que l'agriculture régénératrice. C'est pas ce à quoi ressemble actuellement le secteur agricole et il faut qu'on accompagne la transition. Et cette transition est très compliquée. Dernière illustration, encore une fois sur la transition agricole, pour passer d'une agriculture, d'un modèle d'agriculture intensif, extensif, à un modèle régénératif pour des céréales, ça veut dire une rentabilité, une productivité de la terre qui baisse sur une période d'à peu près 5 ans. Comment on finance une entreprise qui, pendant 5 ans, a des revenus qui se réduisent? Mais ça, je veux dire, on ne peut pas le faire tout seul. Aussi parce qu'en fait, vous nous demandez à nous d'être rentables pour que l'argent que vous placez dans vos comptes d'épargne puisse permettre votre développement futur. Je veux dire, on est tous dans le même bateau. Ce n'est pas la finance toute seule à un endroit, c'est avec le régulateur, avec les entreprises, avec les citoyens, etc. Et on peut aller un petit peu plus vite que la musique, mais pas beaucoup plus vite. Si on va beaucoup plus vite, on lâche l'économie et c'est pire. Alors le rôle du régulateur et de l'État, Thomas Le Sueur. Merci. J'ai essayé de le dire tout à l'heure, personne ne peut agir seul, et c'est ce que vous dites, disant, on lâche l'économie, on ne peut pas, la finance seule ne peut pas bouger, la réglementation seule ne peut pas tout, parce qu'il y a aussi des résistances qui ne sont pas que des résistances, qui sont tout simplement une incapacité à penser la manière de faire cette transformation. Parce qu'on a un historique, les entreprises ne partent pas de rien, elles ont un portefeuille d'activités. Fabrice a cité son groupe, vous n'avez pas arrêté instantanément la construction neuve. C'est un processus qui est forcément, qui doit être rapide, et qui n'est sans doute pas assez rapide.
Mais ça n'empêche que ça bouge, et pour faire ce mouvement, il faut tout bouger en même temps. On commence à peu près voir ce qu'il faut en cible, commence à avoir plus de consensus sur la vision, notamment intégrant cette dimension de la sobriété, qui n'est plus un mot tabou aujourd'hui, y compris dans la parole gouvernementale. C'est en partie lié à nos perspectives à court terme d'approvisionnement énergétique, mais c'est un changement que je veux quand même souligner devant vous. Mais ce n'est pas que vrai au sein dans le langage politique, c'est beaucoup plus présent. Donc la vision de fait que l'économie doit se transformer, qu'on ne peut pas faire comme avant, qu'il va falloir être plus sobre, qu'il va falloir repenser les modèles économiques, est beaucoup plus présente. Mais l'étape d'après, c'est comment on fait. Et on a tous la tentation de la solution un peu magique, un peu principale, en se disant « moi je crois que c'est à l'État, le régulateur, de faire de la norme ». Et c'est une arme très puissante. C'est une arme très puissante, mais c'est quand même une arme assez violente. Et quand on pose une norme, eh bien, elle fait mal à certains. Et si on la pose avec rapidité, à la vitesse qui est souhaitée par rapport aux enjeux, on casse beaucoup de choses. Et on suscite beaucoup de réactions, ce que vous avez évoqué à travers les lobbies, mais les lobbies, c'est tout simplement une représentation aussi d'une réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin quand si on dit que des pans entiers d'économie, d'entreprises doivent cesser leur activité. Même à toute petite échelle, dans la loi climat et résilience, dont je sais qu'elle fait l'objet de beaucoup de critiques, mais elle a des éléments beaucoup plus puissants que ce que le débat public en a rapporté, permettez-moi de le glisser au passage, mais nous avons pris une mesure, enfin le gouvernement a pris une mesure qui touche très peu d'entreprises, c'est l'interdiction du tractage par avion de panneaux publicitaires, enfin de banderoles publicitaires, vous savez, sur des plages. Mais rien que ça, vous avez des situations humaines qui sont extrêmement difficiles à gérer, de gens qui disent « mais moi j'ai acheté un avion, c'est mon activité, qu'est-ce que vous faites pour… » Et ça peut paraître micro, mais en fait, c'est ça, faire une norme. C'est bouleverser le système. Donc il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi changer les comportements, il faut avoir fait de la formation, il faut avoir les compétences pour passer sur de nouveaux modèles économiques. Bref, c'est une transformation globale, et donc il ne faut pas qu'elle se fasse dans la brutalité, tout en devant se faire vite. Et c'est pour ça que oui, c'est un nouveau contrat social, mais ce contrat social, il passe d'abord et avant tout, de livrer une conviction par le fait de partager des convictions, de partager un savoir sur cette situation climatique, sur ces perspectives climatiques. Parce que malgré tout, j'imagine que nous sommes tous ici très sensibles et très au fait de tout ça, mais croyez-moi, dans la population générale, si la question du changement climatique est connue, identifiée, la compréhension de ses causes et du coup la compréhension des facteurs à transformer pour lutter contre ce changement et ce dérèglement climatique et cette catastrophe ne sont pas encore suffisamment compris. Il faut vraiment faire l'effort là-dessus, et ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous à travers nos comportements, à travers nos propos, à travers nos relations sociales, à travers ce que nous sommes au quotidien. Je ne veux pas reposer tout sur les citoyens, ce n'est pas le sens de mon propos, mais c'est aussi par cette diffusion de la culture de ces enjeux que nous parviendrons à avoir un contrat social qui se refonde sur cette question-là, ce qui me paraît effectivement absolument nécessaire. Donc oui, la régulation, il y a une régulation européenne qui monte en puissance de façon quand même considérable et malgré tout assez rapide au regard de l'histoire humaine. La taxonomie, par exemple, la directive dite CSRD, c'est en quelques années et à horizon assez court, 2024 pour la directive sur le reporting extra-financier. Il faut que les entreprises s'adaptent de façon assez puissante. On peut trouver que ça ne va pas assez vite, mais il y a quand même des choses assez importantes qui se jouent et qui se nouent et qui sont très difficiles à absorber pour les entreprises. Donc moi, je ne suis pas là pour défendre les uns ou les autres. Je dis simplement que ce n'est pas en s'opposant qu'on va avancer plus vite. Lucille Schmitt, vous avez juste réagi assez violemment tout à l'heure sur, enfin en tout cas vivement, sur la question de l'avion et de l'abandon de ces activités. Disons que en vous écoutant sur est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus vite, je pense qu'il faut aller au cœur de ce que recouvre votre question, qui est, vous savez, dans l'écologie de longue date, la question de la place de l'argent, la question de la place des ressources est une question qu'on résout assez différemment de celle qu'on fait je dirais, en économie classique.
C'est-à-dire que Marine de Basler me disait, on connaît la valeur de la nature, elle n'a pas de prix. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a des biens communs, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas de prix, à partir du moment où on se situe dans une perspective temporelle différente, la question de l'affectation des ressources se lie d'une manière différente. Effectivement, on parlait de règles du jeu avec des règles du jeu différentes. Et on voit bien qu'effectivement, lorsqu'on est une banque, lorsqu'on est un assureur, je rappelle que les assureurs de longue date ont posé la question du risque parce qu'ils sont obligés de se projeter à long terme, et notamment sur la multiplication des catastrophes naturelles, mais qu'ils ont peiné à se faire entendre, justement parce que du côté de l'État et de la régulation, il n'y avait pas forcément la vision de long terme qu'avaient là des entrepreneurs. C'est assez frappant. Mais en tout cas, dans cette question écologique, il y a une manière de considérer l'argent différemment. C'est ça que je voulais dire, que la question de l'investissement de long terme prend davantage d'importance que la question de la rentabilité de court terme, et que nous dire qu'il faut transformer le système et que ça doit donc aller de manière modérée parce qu'on ne peut pas tout faire, on n'a pas fait, je ne sais plus, Rome en un jour, je ne sais plus quoi. Bon, en tout cas, tout ça, quand on le compare à l'urgence écologique, évidemment, créer un sentiment, pour le coup, de dissonance cognitive. Et c'est ça qui me semble important. Je rappelle aussi que dans l'écologie, il y a l'idée de relativiser, par exemple, la place du travail rémunéré, le revenu universel d'existence, la question du bénévolat, faire reconnaître un certain nombre d'activités qui sont aujourd'hui peu reconnues, cette question des indicateurs par rapport à quoi on réfléchit. C'est un point qui est essentiel et au fond, on voit bien que derrière ça, au-delà de l'entreprise, la question, c'est un autre modèle économique. De longue date, d'ailleurs, des économistes ont porté ça, comme Veblen ou Pigou, des gens comme ça. Mais on voit bien que ça n'est pas entré dans l'entreprise ou même dans la culture économique de ceux qui nous dirigent. L'État, par exemple, doit s'habituer à réguler d'une façon plus active et sans doute avec plus d'innovation, ou en osant la conflictualité, ou en se disant tiens, ça ne va pas se passer comme d'habitude. La question du précédent, la question de la modération sont des choses qu'il faut revoir à l'aune d'un principe de réalité, qui est un principe de réalité qui impose la rupture. Il me semble important de le dire. Et du coup, dire toujours que l'écologie, ça coûte cher et qu'il faut prendre son temps, c'est vrai d'une certaine manière, mais c'est vrai peut-être à 10% par rapport à 90% de la question écologique. Simplement, ce ne sont pas les conseils d'administration qui vont en décider. Je ne sais pas qui peut en décider. Est-ce que c'est la pression citoyenne? Est-ce que c'est les actionnaires bouleversés? Je n'en sais rien. Mais il y a évidemment un rapport de force à construire, ça me semble important, et ça ressort aussi de ce que nous disons. On n'est pas obligé de croire ce qu'on nous dit sur la modération. On peut aussi construire un rapport de force. Ça me semble être une chose qu'il faut assumer. Peut-être juste pour illustrer concrètement, très rapidement, il y a effectivement des normes qui sont très contraignantes et il y a des règles qu'on s'impose qui ne sont pas des normes externes. Il y a des engagements volontaires qui permettent cette réallocation. On ne finance pas de projets qui n'assurent pas la traçabilité du bois depuis la plantation jusqu'à la transformation finale avec un label FSC. Voilà. Et ça, personne ne nous l'impose, c'est pas une règle où que ce soit, c'est un travail qui est très compliqué parce que c'est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est vrai aussi pour l'huile de palme durable, c'est vrai aussi pour le soja durable, c'est vrai aussi pour un certain nombre de choses comme ça. Donc on part pas de rien, c'était juste, voilà. Rapidement, c'est vrai. En fait, tout le monde a une justification et c'est parce que tout le monde a une justification que rien ne se passe en réalité. Et quand on fait l'analyse des causes primaires du pourquoi on est dans la situation d'aujourd'hui, c'est que quand on réfléchit bien, c'est l'absence de connaissances scientifiques de la population et surtout de nos dirigeants qui fait que on ne prend pas de décision et les décisions qu'on prend ne sont certainement pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Parce que quand j'entends effectivement qu'il faut prendre son temps, etc., mais on est déjà tellement en retard. Et je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé pendant la Convention citoyenne pour le climat. Moi, j'ai été auditionné pendant cette convention sur la partie bâtiment. Et dans les 150 Français, il y avait des climato-sceptiques quand ils sont arrivés là. Alors, je ne sais pas combien exactement, mais il y en avait, sur les 150, il y en avait quelques-uns. Puis il y en avait beaucoup qui n'avaient même pas d'idée. Ils avaient entendu parler de problèmes climatiques, mais en aucun cas, ils avaient en tête les ordres de grandeur, le temps qui nous restait, etc. Et ces gens-là, ils se sont tapés, Valérie Masson-Delmotte, Jean Covici, Corinne Lecquéré, pendant des heures et des heures, d'excellents pédagogues, et puis ils ont compris. Ils ont compris que c'était plus grave que ça, docteur. Et ils ont fini par proposer des trucs que même les écolos les plus radicaux n'auraient jamais osé proposer, alors qu'ils n'étaient pas du tout encartés chez je ne sais pas où, parce qu'ils avaient compris. Et je pense qu'au point où on en est, la mesure qu'il faudrait prendre right now, tout de suite,
vu qu'on a besoin non pas de mesurettes comme on a aujourd'hui, mais d'un vrai plan Marshall qui va devoir durer pendant des dizaines d'années, parce que là, il s'agit bien d'un plan Marshall qu'il faut à l'échelle française, mais aussi internationale. Et nous, on doit commencer maintenant, parce que j'entends souvent des gens qui disent, mais oui, mais si les Chinois continuent, si les Américains continuent, mais déjà qu'on s'impose, nous en la France, en cumulé des émissions de gaz à effet de serre, on est 9e mondial depuis le début de l'ère industrielle, 9e, donc on est largement concerné. Et je pense que si on arrive à devenir le phare du monde de la décarbonation, on sera copié tôt ou tard. Donc on a tout intérêt à s'y mettre maintenant. Donc la mesure qu'il faudrait mettre en place tout de suite, et c'est ce que demandent nombre d'associations aujourd'hui, et c'est ce qu'on demande nous au C3D, c'est un plan de formation des conseils d'administration. Un plan de formation. Moi, je pense que quand il y a des ministres qui sont nommés, qui pensent que c'est envoyer des mails avec des pièces jointes, c'est grave pour le... Là, je me dis, mais c'est dramatique de voir l'inculture sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on propose, nous, au C3D, au Shift Project, c'est un minimum de 20 heures de formation sur ces sujets avant d'avoir le droit d'ouvrir la bouche sur ce sujet. Juste une troisième question peut-être. Oui, merci beaucoup pour ce discours, ça donne de la motivation. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Jeanne Terpro et je suis diplômée d'un master en finance durable. Je n'avais pas du tout prévu cette question, mais j'ai trouvé qu'on a beaucoup parlé de rentabilité aujourd'hui et pas assez d'action, à mon sens. Du coup, je vous ai préparé une question un peu différente. Elle s'adresse donc à vous tous. La responsabilité environnementale pourrait-elle précéder l'obligation fiduciaire des gérants d'actifs, tout comme des entreprises, à l'égard de leurs actionnaires? Vous avez 3 heures. Oui. C'est mal le faire. Non, mais la question, c'est toujours comment. Voilà. Quel instrument de mesure, quel mécanisme nouveau on substitue à un mécanisme qui s'est créé dans la durée et par des forces qui sont toujours à l'œuvre. Et c'est tout l'enjeu de la transformation écologique. Comment faire en sorte que non seulement les habitudes, mais surtout les mécanismes qui, liés à cette énergie et cette puissance facile, nous ont conduit à ce modèle, comment est-ce qu'on s'en prive? Comment est-ce qu'on renonce à cela? Et comment est-ce qu'on fait autrement? Eh bien, il faut le faire par la volonté, par la prise de conscience. C'est pour ça que, oui, c'est très bien de former les ministres. Mais je disais tout à l'heure, et je me permets d'insister, il faut former tout le monde. Il faut former tout le monde. C'est trop facile, pardon, de toujours penser qu'il suffit de cibler sur quelques personnes. Si c'était si simple, on n'en serait pas là. Mais pour autant, pardon de le redire aussi, on n'est pas forcément si mauvais. Et on n'est pas forcément inactif. Il faut aussi regarder ce qui est fait. Aujourd'hui, la France, c'est quand même le pays qui, quand on regarde les émissions rapportées aux habitants et aux euros de richesse produits, a le meilleur ratio au monde. C'est-à-dire que nous sommes l'économie qui parvient le mieux au monde, aujourd'hui, à optimiser, à réduire les émissions par euro de richesse produite rapportées au nombre d'habitants. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore des gros pollueurs, hein. Je ne dis pas ça. Mais tout de même, ça ne s'est pas fait sans rien, sans action. Ça ne s'est pas fait sans mobilisation d'entreprises qui ont déjà commencé à changer leur modèle. Pas assez vite, et il faut aller beaucoup plus vite. On est d'accord. Mais tout de même, regardons ce qui se fait. Parce que sinon, effectivement, on se retrouve toujours à relativiser et à se dire, on finit par se dire c'est foutu. Ben non, c'est pas foutu. En tout cas, nous on est mobilisés pour agir. Il reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, beaucoup. Alors, monsieur, et puis, bon, on va d'abord faire monsieur. Bonjour, merci pour ce débat, très très intéressant. J'ai entendu deux types de réalistes. Les réalistes qui disent il faut s'organiser, il faut du temps, il ne faut pas casser le système. Et puis les réalistes qui disent oui, mais la science et le climat nous disent qu'on n'a pas de temps. Et en fait, le thème de la cité et de la réussite, c'est le temps. Et finalement, on voit qu'il y a une espèce de dissonance. On risque de se retrouver peut-être dans quelques années dans une situation
où on s'aperçoit qu'on a encore moins de temps et qu'on passe un peu en mode panique à bord parce que le 1,5 degré, on ne va pas le tenir, parce qu'il y a une inertie dans le système. Comment vous voyez un débat comme celui-ci dans 4 ou 5 ans, quand on est encore plus proche du mur? Alors, peut-être que Oui, on va prendre plusieurs questions. Alors, oui, monsieur, et puis après, il n'y a que des hommes. D'accord, ok, là et là. Ok, très bien. On pose des questions et d'accord. Ouais, vous posez tous les questions, puis après vous y répondrez chacun, comme ça ce sera plus... Donc je vais rebondir un peu sur la notion de temps et d'action. Donc je suis Mickaël Haddad, je suis directeur innovation du groupe Alstom. Et donc concrètement, et quand on parle de temps, nous, notre expérience, c'est que cet été en 2020, enfin pas cet été, donc en été 2020, l'État nous a interrogés sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler le ferroviaire. On est été 2022, il ne s'est rien passé. Alors il y a eu des plans, on a écrit une feuille de route stratégique avec SNCF, RATP, Thales... et puis on n'a pas encore eu un seul euro, on attend qu'un ministre signe les conventions de financement des projets liés aux appels à manifestation d'intérêt. Et cette semaine, on a au même moment des Français qui ne peuvent pas prendre le train pour partir en vacances, parce que juillet-août, tous les trains SNCF sont complets. Et ils sont complets pourquoi? Parce qu'en fait, la SNCF n'a plus d'argent pour acheter du matériel roulant, c'est la réalité, ce n'est pas une hausse du nombre de passagers, ce n'est pas assez de trains. On a la SNCF qui nous annonce qu'ils ferment des lignes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir les infrastructures. On a EDF qui a fait un magnifique plan RTE sur l'électrification de notre énergie. Tous les plans sont écrits, mais EDF demande de l'argent depuis des années. Donc je vais rebondir sur ce que disait Fabrice, on s'est croisés il n'y a pas très longtemps, on a échangé. Pourquoi on ne ferait pas de la sobriété? Puisqu'il y a 200 milliards de commandes publiques et que vous cherchez à la verdir, pourquoi ne pas faire un plan de sobriété? Vous économisez 10% et vous donnez 10 milliards à la SNCF et 10 milliards à EDF. Bonjour, moi j'ai une petite question juste de vocabulaire. On a dit au début qu'une entreprise ne pouvait pas être claimer être neutre carbone, c'est ça? J'ai été voir pendant le débat sur le site d'HSBC, vous dites que vous allez l'être d'ici 2050. Et j'ai été voir sur le site du BCG et vous dites que vous faites mieux encore, vous allez être climatiquement positif d'ici 2030. Donc moi je suis un peu perdu, j'aimerais qu'on m'explique. Une dernière question ici. Oh là là, il y en a plein d'autres. Bon, on arrête là et après on oui, bonjour à tous. Merci pour ce débat instructif. Moi, je vais poser une question un peu économique ou philosophique. Supposons qu'on parvienne à faire porter le coût de la nuisance à l'activité qui l'engendre ou à ceux qui la consomment. Ma question, c'est est-ce qu'une rentabilité est encore possible? Dit autrement, est-ce que la rentabilité n'est pas finalement la même chose que la non prise en charge de la nuisance, soit qu'elle soit prise en charge par le collectif, soit qu'elle ne soit pas prise en charge du tout? Merci. On va faire un premier tour de réponse. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je veux bien dire deux mots, je ne vais pas répondre à tout, hein, ça me semble clair, mais en tout cas, par rapport à votre question sur le fait qu'il y aurait deux principes de réalité, je pense que vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, s'affrontent deux visions de la réalité, avec l'idée que les réalistes qui sont au pouvoir, voilà, et on voit d'ailleurs que peut-être au Parlement, sur la question écologique, il va y avoir une espèce d'affrontement là-dessus, ce qui ne veut pas dire que davantage de réalisme, d'ailleurs, en sortira. Des deux côtés. Mais puisque vous dites que dans 4-5 ans, il faut se situer dans une situation où on n'aurait pas avancé, moi je refuse cette hypothèse, parce qu'il me semble que par ailleurs, la maturité des différents acteurs à travailler ensemble, pas seulement à se mettre autour de la table, à avoir des projets concrets me semble nettement progresser, et notamment du côté des entreprises, c'est un point essentiel, simplement du côté des politiques qui s'intéressent à l'écologie, la pensée, la réflexion sur l'entreprise, la question du financement, etc., a été souvent une réflexion laissée de côté, laissée en brèche, notamment par les écologistes politiques, ce qui est dommage, et peut-être laissé de côté aussi par un certain nombre de chefs d'entreprise au nom du fait que, comme vous le disiez, il fallait avoir une conception de la rentabilité classique. Donc je pense que l'investissement sur les questions de lien entre économie et écologie, entreprise et écologie, devrait être fait non seulement au sein de l'entreprise avec des langages techniques, comme on vient de le dire, mais aussi par ceux qui, justement, philosophent, portent une pensée commune, etc. Ça me semble un point important. Deuxième chose, la territorialisation, on a peu parlé de ça.
Et évidemment, avec ce qui s'est passé avec le RN, on voit que là, il y a une vision du territoire qui est l'inverse de ce qu'il faut faire sur la territorialisation écologique. C'est-à-dire que l'écologie, c'est une pensée de l'ensemble des échelles. Donc on voit bien que dans les 4-5 ans qui viennent, le sujet de l'articulation par exemple entre le pacte vert européen, ce qui passe au niveau national, ce qui se passe dans les collectivités, et pas seulement pour faire de la prospective ou de la planification, est un point essentiel. Et là-dedans, l'enjeu, c'est comment l'expertise citoyenne et la science citoyenne y prend aussi sa place. Moi, j'ai été marquée par une discussion que j'ai eue avec l'un des commissaires enquêteurs avant l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, qui avait été très frappé par l'expertise citoyenne existant en matière de biodiversité, l'expertise citoyenne existant en matière de connaissance du territoire, expertise peu sollicitée par les fonctionnaires, par les collectivités publiques, parce que d'une certaine manière, ce sont des mondes parallèles. Comment est-ce qu'on fait pour redonner place, quand j'entendais parler de la formation et du fait qu'il faut que tout le monde se forme, certes, mais il y a aussi des savoirs qui existent au niveau des citoyens, des associations et qui n'irriguent pas les institutions, qui me semble être important. Donc d'ici 4 à 5 ans, cessons les mondes parallèles et vous verrez que la discussion se passera très bien et que les conférences citoyennes, lorsqu'elles seront sur des objectifs précis et non pas sur l'idée de faire un projet de société trop global, aboutiront à des conséquences opérationnelles. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à la question de la rentabilité, et puis après je m'arrête, c'est que ça fait quand même de longue date qu'on parle du coût de l'inaction écologique. Je rappelle que Nicolas Stern a fait son rapport en 2006 et que depuis on sait que le coût de l'inaction écologique est beaucoup plus fort, même d'ailleurs Nicolas Stern l'a dit lui-même, que ce qu'il avait évalué. Mais en revanche, cette question du coût de l'inaction écologique, des externalités, peine à s'inscrire dans un raisonnement économique opérationnel. Comment est-ce qu'aujourd'hui on prend en considération les connaissances qui existent pour les mettre dans un modus operandi, ça c'est un sujet important. Et Valérie Cabanès, qui porte, vous le savez, la notion d'écocide et qui avait fait un peu un tabac à la Convention citoyenne pour le climat, m'avait raconté qu'elle était très sollicitée par des dirigeants d'entreprise qui lui disaient « Allez-y, portez les choses, mais venez dans les assemblées d'actionnaires. Nous, est-ce qu'on dirige vraiment une entreprise? En tout cas, on dépend de nos actionnaires là-dessus. Et tout l'enjeu, ce sont, me semble-t-il, sur ce sujet, les actionnaires. Et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti de tout ce que vous avez dit. Merci. Dimitri Caudrelier et Léa Dardenne, peut-être, on vous a moins entendu. Est-ce que vous voulez répondre notamment peut-être juste sur la question sur la neutralité, donc sans commenter les deux stratégies que je connais pas bien. La neutralité, ça veut dire quoi? Je fais juste neutralité et puis le sujet des limites planétaires et comment les deux peuvent... La neutralité, ça veut dire réduire sur le sujet climatique autant que possible pour s'approcher de cette trajectoire 1,5 degré et ensuite contribuer. Et si vous pouvez retenir quelque chose d'important sur cette conférence, c'est essayer de sortir le sujet de la compensation, c'est le sujet de la contribution. Le pire étant de dire je réduis de 45% et sur les 55% restants, j'ai compensé et donc je suis neutre. Il faut réussir à placer ce sujet de la compensation sur un sujet de contribution. On appelle ça contribuer aux émissions résiduelles. Donc comment est-ce que je fais sur les émissions qui restent pour réussir à travailler là-dessus? Mais voilà, quand on commence à regarder les vraies stratégies de neutralité avec une vision un peu arithmétique en disant ah bah en fait je suis à zéro, en tout cas nous on s'écarte de ça au maximum et l'ensemble des clients avec lesquels on travaille, on essaye de les faire réagir sur ce sujet, de dire que je suis une activité qui est neutre et qui en fait est parfois même positive, ça c'est bon, on pense que c'est peut-être simple dans la communication, par contre c'est dangereux dans l'action, premier point. Et le deuxième point, sur le sujet des limites planétaires, la question c'est de se dire qu'il y a du transfert d'impact partout. Je peux vous en donner des exemples à l'appel, entre une réduction de l'impact climat et une augmentation de l'impact sur la biodiversité, une augmentation des problématiques de pollution sur l'eau, une augmentation des problématiques de scarcity, qui c'est pas la pollution mais la partie consommation. Donc cette vision des limites planétaires qui est une vision holistique, même si on n'a pas la trajectoire de réduction sur toutes les limites planétaires, c'est le but du SBTN, Science Based Target for Nature versus le SBTI dont on a parlé tout à l'heure, c'est leur but d'essayer de définir ce que voudrait dire un monde qui est sous les Safe Operating Space, donc sous les limites. Ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, on n'a pas les réponses. Par contre, de réussir à mettre ça devant les stratégies de développement durable des entreprises en disant est-ce qu'on s'est vraiment questionné sur l'ensemble de ces limites-là de notre stratégie de réduction? En tout cas, ça alimente énormément le débat. Moi, je voulais rebondir sur la question de dans 4-5 ans, qu'est-ce qu'on se dit dans la même conférence? Je pense que si dans 4-5 ans, on ne parle pas d'action et de KPI et de concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant,
là on aura littéralement vraiment raté quelque chose. Et je pense que tout l'enjeu maintenant, vraiment, c'est de passer du plan à faire en sorte que l'on parle des résultats concrets. Et indépendamment du type de métrique que l'on se donne, est-ce qu'on est net zéro, est-ce qu'on est carbone positif, est-ce qu'on est... L'important, c'est de balayer devant sa porte et faire en sorte qu'on a de l'action concrète et qu'on avance là-dessus. On a tous dit tous les enjeux qu'il y a à faire cette action. Je pense qu'il y a un point qui était très intéressant sur la question de la SNCF. Je pense que fondamentalement, en termes économiques, un des changements dont on a besoin, c'est de redonner la valeur aux choses. On a parlé des agriculteurs tout à l'heure, on a parlé là de la SNCF. Aujourd'hui, on a une attribution de la valeur à des choses qui sont très loin des réalités physiques et des besoins que l'on a, que ce soit des besoins sociaux ou environnementaux. Je pense qu'il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est décarboner l'acier, c'est 50% de plus de coût de l'acier. En termes, pour une voiture qui coûte 30 000 euros, c'est 200 euros de plus. La pub dans le 30 000 euros d'une voiture, c'est 15% du coût de la voiture. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on repense la valeur, qu'on redonne de la valeur aux choses, qu'on se dit que aller dans le sud de la France avec un train, ça coûte peut-être plus cher, mais c'est comme ça que ça se passe et que il y a d'autres choses avec lesquelles on donne beaucoup d'argent et qui le sont moins. Donc la question de la rentabilité et se pose aussi à travers ce prisme, c'est qu'est-ce qui est un coût aujourd'hui, qu'est-ce qui est une valeur aujourd'hui et qu'est-ce qui est une rentabilité sur le long terme, y compris avec les changements physiques et sociaux qui sont derrière. Sur la question juste des engagements, il y avait là une question sur les engagements du BCG. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire exactement d'être positivement, de contribuer positivement à cette question? Merci pour le piège. Donc être climate positif en 2030, ça veut dire qu'on contribue plus en termes de baisse des émissions à effet de serre que ce que l'on le fait nous-mêmes. Évidemment, ça passe par des outils compensation au sens où on investit dans des technologies qui vont absorber du carbone sur Terre. Donc la direct air capture, des solutions naturelles également. Je pense que ce qui est important ici, c'est le BCG, on a la chance d'être une entreprise qui se veut exemplaire et qui se veut à la frontière de l'innovation. Et du coup, on a un vrai sentiment d'avoir un besoin de balayer devant sa porte et d'être les premiers dans un certain nombre de sujets. On a fait partie aujourd'hui de la Breakthrough Coalition, qui est de se dire... moi, actuellement, je suis prêt à payer beaucoup plus pour un certain nombre de produits de telle façon à ce que je contribue à financer le surcoût que va représenter la baisse de ces produits-là. Donc ça peut être autour des biocarburants, ça peut être autour d'autres sujets et qui pour nous sont importants étant donné le positionnement de notre entreprise et les valeurs que l'on souhaite porter. Alors, on a dépassé un petit peu 18 heures. Je ne sais pas s'il reste un temps pour une question. Et juste un élément de réponse pour Thomas Leussieur, et après on fait une dernière question, je pense, c'est ça? Je vais aller vite, mais il y avait l'idée qu'il y avait une opposition entre deux visions. Moi, je ne suis pas sûr. Je suis très aligné avec ce qui a été dit, par exemple, par Fabrice ou par Dimitri. Simplement, ce que je constate dans l'exercice de mes responsabilités, c'est qu'il n'y a pas le consensus aujourd'hui pour aller à la vitesse à laquelle il faudrait aller. Voilà, et pour construire ce consensus, je constate, et c'est l'expérience de la Convention citoyenne, et il n'a pas fallu beaucoup d'heures d'ailleurs de climatologues et de formation ou de sensibilisation, il en a fallu très peu, ça s'est fait en moins d'une journée, pour que ces citoyens comprennent beaucoup mieux l'ampleur des enjeux et en déduisent des mesures dont je crois qu'elles ont parfaitement éclairé la manière dont on devait, vers quoi on devait aller. Après, il y a une question justement de rythme. Et voilà, et il faut que. Je suis sûr que si on se revoit dans 5 ans, on pourra regarder si la Convention citoyenne pour le climat a été mise en œuvre. Et je suis convaincu qu'elle aura été largement mise en œuvre. Donc, la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette transformation prenne le bon rythme. Et pour qu'elle prenne le bon rythme, il faut absolument qu'elle soit portée, partagée, parce que sinon, il faut effectivement beaucoup de subventions, il faut effectivement beaucoup d'accompagnement social, mais s'il n'y a pas la compréhension profonde des raisons pour lesquelles on fait changer nos vies, alors
alors ça bloque. Et c'est ce contrat social que vous évoquiez, Lucille, qui me semble fondamental et qui passe par de la formation, de la sensibilisation, mais tout simplement le fait qu'on soit des témoins et qu'on en parle autour de nous et que ce soit un sujet. Et il se trouve, vous l'avez tous observé, que ça n'a pas été au cœur des débats politiques et que ça n'a pas été au cœur des expressions politiques, y compris les plus récentes. Donc il faut que ça devienne un débat de société absolument central. Voilà. C'est pour ça qu'il y a peut-être une opposition apparente sur le rythme, mais pas sur les convictions, je crois. Il y avait une dernière question, je crois, de votre côté. Déjà, merci pour vos interventions. J'avais une petite question sur... vous avez parlé d'un plan Marshall, enfin on a évoqué un plan Marshall pour relancer, on va dire, l'économie, mais j'ai pensé au plan de relance qu'on a eu dernièrement, et je me suis demandé pourquoi il n'a pas été l'outil primordial pour pour relancer l'économie d'une manière écologique. Et juste, dernière question de la part des étudiantes aussi. Oui, notre dernière question concernait la lutte contre le greenwashing. Comment fait le ministère aux côtés de l'ADEME pour lutter contre le greenwashing des entreprises? Voilà, et ce sera les deux dernières questions. Alors, je vais essayer d'être rapide et de répondre à tout ça et puis dire un mot aussi parce que c'est lié aussi au greenwashing, sur la neutralité carbone et les allégations environnementales. Bon, c'est très agaçant le greenwashing, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il est assez normal qu'une entreprise, elle commence par faire des annonces et puis elle se met la pression en fait. Et je pense qu'on arrive à un moment où ce greenwashing, il subit la pression parfois des actionnaires, parfois des activistes, parfois des salariés, parfois un peu de tout ça, des consommateurs. Et de toute façon, ces engagements, ils sont vertueux parce qu'ils vont aider à avancer. Mais c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Et pour lutter contre le greenwashing, il y a notamment dans les règles de rapportage des éléments de plus en plus contraignants de certification, de vérification, et c'est en lien d'ailleurs avec les travaux sur la comptabilité écologique et la question de est-ce qu'on crée dans les fonctions des commissaires aux comptes ou des fonctions d'experts associés une certification de ces allégations. Sur la neutralité carbone, je précise que l'allégation de neutralité carbone d'un produit va être interdite à partir du 1er janvier 2023 dans les publicités. C'est une mesure de la loi climat et résilience, ou en tout cas, quand ceux qui l'allégueront, ils devront avoir une démonstration scientifique que c'est bien fondé. Et sur le plan de relance a prévu une part verte, mais effectivement, ce n'est pas 100% vert, ne serait-ce que parce qu'une part de ce plan de relance était une forme de baisse de certains impôts de production et que c'est difficile de conditionner des baisses d'impôts de production qui sont des impôts très, très mécaniques à des engagements. Ça demanderait une ingénierie qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre, en tout cas pas aujourd'hui. Donc voilà, il n'était pas 100% vert en effet, mais il avait quand même cette part d'ambition d'être un élément de la transformation. Après, on peut toujours avoir un débat sur est-ce que c'était suffisant ou pas suffisant. Ce débat est intéressant, mais je voulais quand même vous dire qu'il s'inscrivait dans une logique quand même de verdissement de l'économie. Ouais. Mais sur le plan de relance, en ce qui concerne le PTEF, je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan de transformation de l'économie française, qui est un des livres les plus vendus en France aujourd'hui, donc du Shift Project. Donc on propose plutôt ça, nous, côté des entreprises sincèrement engagées, elles ne sont pas toutes, parce qu'on n'a que 226 membres au C3D, on n'en a pas 3 millions. Et donc nous, on propose ça, le plan de transformation, parce que on flèche l'argent qui nous reste et les temps qui nous restent là où c'est vraiment utile pour éviter du carbone. Ça doit être le premier driver de la décision publique, c'est comment éviter du carbone, c'est ça que ça doit être. Et sur la neutralité, on attend avec impatience la norme ISO 14068 pour effectivement arrêter de dire n'importe quoi sur la neutralité. Les entreprises américaines notamment sont championnes pour dire qu'elles vont être neutres en carbone sur leur scope maîtrisable, les émissions directes. Bon, c'est comme si on se pèse sur une bascule en laissant un pied par terre. Donc c'est quand même facile voilà, c'est du foutage de gueule de premier niveau, on est d'accord. Nous on demande effectivement qu'on ait des engagements de neutralité sur les scopes 1, 2, 3 et 3B. Ça va déjà être plus sportif pour certains. Et bien sûr qu'on s'engage surtout, nous les entreprises, à éviter du carbone chez nos clients, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Merci. Juste pour le scope 3, donc les émissions indirectes qui comptent pour jusqu'à 80% des émissions d'une entreprise en général. Voilà. Oui, moi sur la relance, je voulais dire qu'il y a France 2030, enfin il y a évidemment du verdissement de l'économie dans le plan de relance, dans France 2030. Après, c'est une vision
de la transition écologique étroitement liées à l'innovation technologique, donc par exemple à la question de l'hydrogène, du nucléaire, la transformation de l'aviation, etc. Et donc la question de la sobriété, elle reste posée. Mais vous savez, c'est quand même assez difficile aujourd'hui de prôner la sobriété, de devenir populaire, puisque comme je le répète, il faut l'articuler à de la justice sociale. Sur la question du greenwashing, pour ne pas être trop longue, je pense qu'on ne peut pas imaginer, je veux dire, on n'est pas en Union soviétique, ni dans la Russie de Poutine, on ne va pas imaginer que c'est le gouvernement qui va supprimer le greenwashing. Je pense qu'en revanche, l'enjeu que les médias s'en saisissent davantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on fait des documentaires, lorsque tout ça d'ailleurs a été fait, y compris sur les enjeux de finance verte, moi j'ai vu un film que peut-être vous n'auriez pas apprécié, Marine, mais qui s'appelle Les sirènes de la finance verte, que j'ai trouvé en plus très humoristique. Aujourd'hui, comment les médias jouent leur rôle dans une démocratie où il y a de la complexité, ça me semble être essentiel, et notamment les médias audiovisuels. Merci. Et on va sortir, là, pour, si ça vous intéresse, au mois de bientôt, dans 3 semaines, on sort un guide établi par les entreprises elles-mêmes et réalisé avec les étudiants pour un réveil écologique. Donc on ne peut pas dire que... sur les 10 engagements pour arrêter de faire du greenwashing. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant, les parties prenantes n'étaient pas éduquées sur ces sujets, mais maintenant que les entreprises continuent de faire du greenwashing, mais donc c'est les Pinocchio, donc c'est pas bon pour la réputation. Donc pour protéger la réputation des entreprises, on va former les communicants pour dire, attendez, avant de lancer un produit ou de lancer une marque, tournez cette fois la langue dans votre bouche, regardez si vous répondez à un certain nombre de questions sur les ordres de grandeur, pour arrêter de dire n'importe quoi sur ce sujet, et parce que ça se retourne aujourd'hui contre les entreprises. On pourrait en parler pendant des heures, mais on a explosé le temps, donc on va s'arrêter là. Merci à tous pour ce débat.